Bonjour chers étudiants, on va continuer donc les cours qu'on a commencé il y a 2 semaines. On est obligé de travailler à distance vu la progression de la pandémie. Aujourd'hui, je vais m'attaquer, si vous voulez, je vais me pencher sur la vocation successorale. Donc, les héritiers sont répartis en deux grandes catégories. Les héritiers affards d'une part et les héritiers assez, bien que le fossé, si vous voulez, n'est pas infranchissable, qui sépare les deux groupes des héritiers. On a dit par les héritiers affards. Affard, bien la quote-part. Affard, bien, en arabe on dit affard. C'est-à-dire la quote-part que la loi leur réserve. Bon, premier lieu, il faut connaître les fards, bien les quote-parts sont la moitié, le 1/3, le 1/4, le 1/6, les 2/3 et le 1/8. C'est-à-dire que ce sont les quote-parts qui sont réservés à certains héritiers, qui ne peuvent hériter qu'affard. Comme je viens de vous expliquer, il n'y a pas un fossé infranchissable. On peut être un héritier affard et je peux passer par exemple comme étant un héritier assez. Par exemple, on peut multiplier les exemples, mais pour le moment, gardez dans l'esprit tout simplement que les héritiers affards, il se peut que c'est un héritier qui hérite affard et qui hérite avec assez. C'est-à-dire tantôt, parfois, il est héritier affard, c'est-à-dire il prend la quote-part en tant qu'héritier affard. On peut supposer par exemple l'époux. L'époux, comme vous le savez dans le verset coranique, si l'épouse est décédée, il a laissé son époux, l'époux prend la moitié s'il n'a pas de descendance. S'il n'y a pas de descendance, s'il n'y a pas des héritiers, des fils ou bien des fils, ainsi de suite. Mais si le défunt il a laissé par exemple un descendant ou une descendante, il prend la moitié, il s'en va. Il prend pardon par le 1/4 et il s'en va. Mais si jamais il n'a pas laissé de descendant, il prendra, en tant qu'héritier, il prendra la moitié de la succession. L'autre moitié, si jamais il n'y a pas d'héritier, l'autre moitié, elle est dévolue, si vous voulez, à cet époux, si jamais il est le cousin, par exemple, il est le cousin de sa femme. Sachant très bien que depuis le Daïr 1962, et c'est l'occasion pour vous expliquer ce Daïr, depuis le Daïr 1962, l'État s'est désisté au profit des héritiers affards de la quote-part qui normalement revenait à l'État. L'État, comme je dis, l'État c'est Beit el-Mal, comme il est mentionné dans le Code de la famille, ou le Trésor public, ou les domaines publics, les domaines privés qui s'occupent, si vous voulez, des biens vacants. Il ne faut pas perdre de vue, il ne faut pas confondre une succession vacante et une succession dont il n'y a qu'un héritier affard. Avant 1962, si la personne est décédée et laisse un enfant ou bien un fils, là c'est un héritier assez, il prend toute la succession. Mais s'il ne laisse par exemple qu'un époux, si une personne décède et laisse une épouse ou bien un époux, l'époux se voit attribuer la moitié et l'autre moitié va à l'État. Mais après 62, l'État s'est désisté au profit de ces héritiers qui peuvent récupérer l'autre moitié. Ça, c'était après 62. Mais avant 62, l'État recueillait les successions, bien recueillait les parts qui, après, si vous voulez, bien après que les héritiers affards ont rempli leurs droits. Bon, quand je parle des parts, il y en a des héritiers qui n'héritent qu'affard. À savoir, par exemple, l'épouse, l'époux. Si jamais il n'est pas le cousin, je peux me marier à la mère, la grand-mère, ce sont la sœur et les frères éthérins. Donc, il y a 5 héritiers qui ne peuvent hériter qu'affard. Premièrement, l'épouse, la mère, la grand-mère, le frère éthérin et la sœur éthérine. Rappelons très bien que là, les frères éthérins et les sœurs éthérins, ce sont des frères au défunt qui sont liés par le défunt par l'hétérus. C'est-à-dire les frères éthérins. Ils ont la même mère, mais ils n'ont pas le même père. Quand je viens de vous expliquer au départ que le fossé n'est pas franchissable entre un héritier affard et un héritier assez. Je peux être un héritier affard et je passe en même temps un héritier assez. C'est pas aussi compliqué que ça. Je suis par exemple un grand-père, ou bien un père, je prends le 1/6 de la succession, comme on verra plus loin,
et je me retourne pour prendre ce qu'il y a à prendre. Après, bien sûr, lotissement des héritiers à fond, une fois que les héritiers à fond ont été lotis. Donc, on ne peut pas parler d'un certain, comme je dis, d'un certain fossé entre les héritiers à fond et les héritiers asib. Dans les héritiers asib, on peut distinguer, si vous voulez, les héritiers asib par eux-mêmes, ce qu'on appelle en arabe asab bin nafs. Les héritiers asib par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour les rendre asib. Ils sont asib par eux-mêmes. Par exemple, les descendants des défunts, les frères des défunts, sachant très bien qu'un frère germain exclut un frère consanguin et ainsi de suite, le fils du frère germain exclut le fils du frère consanguin et ainsi de suite. Donc, ce sont des héritiers asib par eux-mêmes. Ce sont des héritiers asib par eux-mêmes qui n'ont pas besoin de quelqu'un d'un autre héritier qui va les ramener dans la catégorie des héritiers asib. Il y en a des héritiers asib par autrui, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin, par exemple, surtout les femmes, dans le droit musulman, qui ont besoin de leurs frères, que ce soit les filles, que ce soit les filles des fils, comme on verra plus loin, que ce soit les sœurs qui ont besoin de leurs frères pour les rendre asib. Je donne un exemple. Quelqu'un qui décède et qui laisse une fille. La fille prend la moitié de la succession. Mais s'il se retrouve avec son frère, donc dans le premier cas, lorsqu'il hérite la moitié de la succession, il est héritier en tant qu'héritier à fard. Il prend la moitié de la succession. Mais si jamais les héritiers, si jamais la personne décède et laisse une fille et un fils, la fille ici n'est pas une héritière à fard. Il passe à la catégorie des héritières à asib. C'est-à-dire que son frère la ramène, si vous voulez, à la catégorie des héritiers à fard. Il subit, si vous voulez, ou bien sa part subit une réduction. Une réduction par rapport à la présence de son frère. Donc le frère exclut partiellement la fille, le fils du défunt exclut partiellement la fille du défunt. C'est-à-dire que, au lieu qu'il prenne la moitié, il prend que le 1/3, les 2/3 vont, si vous voulez, au fils. Ou bien conformément au privilège de masculinité dont je vous ai parlé l'autre fois, le privilège de masculinité, c'est reste un principe, comme je le dis toujours, un principe sacré en droit musulman. C'est dans le cas où le frère prend, ou bien le sexe mâle prend le double de la part de celle qui est attribuée au sexe masculin. Donc, la nécessité de distinguer les héritiers asib, et il y en a les héritiers par eux-mêmes, les héritiers par autrui, et les héritiers, ou bien les asib avec autrui. Les héritiers avec autrui, c'est les sœurs avec les filles. C'est-à-dire, comme on verra plus loin, lorsque les sœurs sont en présence avec les filles. Les filles, dans ce cas-là, les filles sont considérées comme asib avec autrui. Donc, il ne faut pas perdre de vue. Il y en a les héritiers asib par eux-mêmes. C'est la descendance des défunts. C'est les hommes qui sont les héritiers asib par eux-mêmes. On ne peut pas trouver, par exemple, une femme qui est asib par elle-même. Non, il n'y a que les hommes. Dans le cas où il y a une descendance des défunts, dans la descendance, bien sûr, le descendant le plus proche exclut le descendant le plus éloigné, et ainsi de suite. Chaque descendant exclut sa propre progénie, son propre ascendant, plutôt descendant, et ainsi de suite. Donc, comme je vais vous expliquer, on parle d'une certaine exclusion, d'une certaine éviction. On peut dire, par exemple, que l'épouse, elle prend le 1/4, mais lorsqu'il se retrouve avec un fils des défunts, elle perd. Si vous voulez, il devient, il va être considéré comme étant, bien comme il est frappé par une exclusion partielle. Au lieu qu'il prenne le 1/4, son émolument, bien son droit, passe au 1/8. Donc, ces bases de répartition qui sont en droit du musulman au nombre de 6, sont, comme je venais je le répète, il y a la moitié, le 1/3, le 1/4, le 1/6,
les 2/3 et le 1/8. Donc la base de répartition entre musulmans, lorsqu'il y a des héritiers enfants, c'est ces fractions-là. Comme je viens de vous expliquer dans le premier cours, dans ce cours-là de droit successoral, il sera question de travailler avec la méthode moderne. C'est-à-dire on va travailler avec les fractions. C'est-à-dire les fractions. Bon, on n'a pas beaucoup de fractions, on a 6 fractions, mais ces fractions sont parfois variables. On peut tomber sur, par exemple, une fraction qui, dans une fraction, comme vous le savez, il y a le numérateur et le dénominateur. Le numérateur et le dénominateur. Donc, le numérateur et le dénominateur, si jamais le numérateur dépasse le dénominateur, les jurés consultent musulmans, ou bien les fuqaha consultent musulmans, on résout ce problème par la technique, ce qu'on appelle la technique de l'Aoul. Ça veut dire quoi la technique de l'Aoul? Ça veut dire, lorsque les parts de la succession dépassent largement, le dénominateur dépasse la base de répartition, là, les héritiers, par la technique de l'Aoul, subissent une réduction proportionnelle à leur part. La prochaine fois, je passerai au tableau et je vais vous expliquer davantage qu'est-ce qu'on entend par l'Aoul. Eh bien, qui est tout à fait le contraire de ce qu'on appelle un rad, ou bien ce qu'on appelle en français une traduction, bon, plus ou moins, c'est juste ou pas, mais on le traduit généralement par un retour d'accroissement. Un retour d'accroissement lorsque, par exemple, dans une succession, il y a par exemple la mère et il y a l'épouse. L'épouse, elle prend le 1/4 parce qu'il n'y a pas de descendant. Et la mère, elle prend le 1/3 parce qu'il n'y a pas de descendant. Il n'y a pas une pluralité des frères ou des sœurs. Donc on a le 1/4 et le 1/3. La base de répartition, comme vous pouvez le constater, c'est 12. Donc 3 sur 12 et 4 sur 12. 1 sur 4 pour la veuve qui a perdu son mari et qui sont laissés de descendants, donc sa part, il prend le 1/4. S'il est héritière avec un descendant, sa part passe du 1/4 ou 1/8. On parle de l'exclusion partielle ou bien l'éviction partielle. Mais ce n'est pas le cas ici, puisque le défunt est décédé, n'a pas laissé de descendants. La mère, elle aussi, prend le 1/3. Si jamais il n'a pas laissé, si le défunt n'a pas laissé ni descendants, ni une pluralité des frères, que ce soit frères germains ou consanguins, ou même hétérins, sachant très bien que lorsqu'on parle de la pluralité, on parle de 2 au plus. Donc, la base de répartition de 1/4 et le 1/3, le plus petit dénominateur commun, ben, je ne suis pas là professeur de mathématiques ou bien professeur de calcul, mais le dénominateur commun, ça se calcule, bien sûr, en multipliant pour les étudiants qui trouveront des difficultés pour trouver le dénominateur commun, on prend le dénominateur de chaque fraction et on multiplie par le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction. Par exemple, dans le cas, on a le 1/4 et le 1/3, on prend 4 qui est le dénominateur de la première fraction, et on le multiplie par le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction, donc on tombe sur 4 sur 12. On prend le dénominateur de la deuxième fraction qui est 3, et on le multiplie par le numérateur et le dénominateur de la première fraction, ça fait 3 sur 12. Donc 4 plus 3, ça fait 7 sur 12. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste normalement 5 sur 12. Donc 5 sur 12, avant 1962, pour rafraîchir la mémoire, l'État reprenait tous les droits après qu'on a loti, ou bien qu'on a rempli, ou bien qu'on a donné les parts aux héritiers enfants. Donc avant 1962, par un daïr, l'État prend 5 sur 12 par exemple. Mais après 1962, l'État s'est désisté au profit des héritiers enfants. Donc l'État ne prend plus, si vous voulez, le surplus, ou bien le reliquat après lotissement des héritiers enfants, c'est-à-dire ce reliquat, ce surplus, elle est destinée aux héritiers, aux héritiers enfants. Et là, on va tomber sur un numérateur qui est moins d'un dénominateur. Donc on a 7 sur 12, hein, on a 7 sur 12. Dans ce cas-là, par la technique de Rod,
il y a le retour d'accroissement. Au lieu que l'épouse prend par exemple 3 sur 12, elle va prendre 3 sur 7. Et au lieu que la mère prend 4 sur 12, elle va prendre 4 sur 7. Vous allez peut-être me demander d'où j'ai sorti 7. Vous avez raison. Donc, j'ai sorti 7 en additionnant, bien en associant les deux numérateurs. Numérateur de l'épouse et le numérateur de la mère. C'est ce qu'on appelle rad. Rad, lorsque par exemple les héritiers, je le répète, lorsque les héritiers ont été lotis, enfin, et qu'il reste quelque chose. S'il y a un héritier asile, il peut venir prétendre à cette part, mais puisqu'il n'y a pas des héritiers asiles, puisque Beit al-Mal, ou bien le trésor public, ou bien les domaines publics se sont désistés au profit de ces personnes, de ces héritiers enfants, le reliquat qui est 5 sur 12, elle est redistribuée proportionnellement aux héritiers, que ce soit aux héritiers, c'est-à-dire l'épouse et l'époux. Au lieu que la part de l'épouse qui est 3 sur 12, elle passe 3 sur 7. Et bien 3 sur 7, il est supérieur à 3 sur 12. Si vous divisez 3 sur 7, vous obtenez un nombre supérieur à 3 sur 12. C'est ce qu'on appelle le retour d'un croissement ou bien rad. C'est-à-dire, on assiste à une redistribution des parts, si vous voulez, ou bien du reliquat, de ce qui reste. On assiste à une redistribution aux héritières enfin. Donc, dans ce cas-là, on ne peut parler de rad ou bien de retour d'accroissement que si une fois la base ou bien le numérateur dépasse le dénominateur. Par exemple, plutôt, je m'excuse, lorsque le numérateur est inférieur au dénominateur. Lorsqu'il y a par exemple un numérateur qui est inférieur au dénominateur, on parle de rad, le retour d'accroissement. Et c'est pas qui correspond, il y a une autre technique lorsque par exemple on tombe sur une succession dont la base de répartition est est élevée au dénominateur. Par exemple, on peut citer un exemple, on peut donner par exemple 2 filles, un époux et un père. 2 filles ont les 2 tiers, l'époux il a le 1/4. Normalement, l'époux, il a la moitié de la succession s'il n'y a pas de descendants. S'il a des descendants, ça passe du 1/4 de la moitié au 1/4. Dans ce cas-là, sa part, il est passé au 1/4, puisqu'il y a les 2 filles. Les 2 filles, elles prennent les 2 tiers en droit musulman. Dans le Coran, il y a la fille qui prend la moitié, et il y a les 2 filles qui prennent, s'il y a plusieurs filles, s'il y a 2 ou plusieurs, elles prennent les 2 tiers. Bon, pour le père, il prend le 1/6, étant donné qu'il y a un héritier, enfin, comme on va expliquer plus loin. Donc, la base de répartition, c'est 12. Donc, on a 8 sur 12, on a multiplié par 4, la part des 2 filles, 2 tiers, ça fait 8 sur 12. 3 sur 12 et 2 sur 12. Donc, comme vous pouvez le constater, les 2 filles, elles ont pris 8 sur 12. On multiplie au numérateur par 4, 4 fois 2, 8, 4 fois 3, 12. On a pour l'époux 3 sur 12, multiplié par 3, pour avoir une base de répartition commune. Et on multiplie la part de père, 1/6 par 2, 2 sur 12. Donc, si on associe le numérateur, 8 plus 2, ça fait 10, plus 3, ça fait 13. Donc, on a une base de répartition qui est 12, qui est inférieure à la base, si vous voulez, à la masse successorale qui est 13. Donc, pour résoudre ce problème, les jurisconsultes musulmans, ils ont adopté par ce qu'on appelle la technique de l'Aoud. Ça veut dire quoi la technique de l'Aoud? C'est-à-dire que tous les héritiers subissent une réduction proportionnelle de leur part par rapport à ce qu'ils ont. Par exemple, pour les 2 filles, au lieu de prendre 8 sur 12, ils ne prennent que 8 sur 13. La même chose pour l'époux, au lieu qu'ils prennent 3 sur 12, il ne prend que 3 sur 13. La même chose aussi s'applique pour le père. Au lieu de prendre 2 sur 12, il prend 2 sur 13. C'est-à-dire, je répète, on arrête de bien le retour d'accroissement lorsque le numérateur est inférieur au dénominateur. Mais dans le cas contraire, lorsque le numérateur dépasse le dénominateur,
on tombe sur la technique de l'Aoud qui consiste, je le répète encore une fois, qui consiste à faire subir aux héritiers une réduction proportionnelle de leur part. Et ça, c'est pour résoudre, c'est-à-dire un problème dans le droit, si vous voulez, musulman pour la répartition des parts. Donc, on a les héritiers afant, les héritiers qui héritent assez et les héritiers qui héritent, bien que ces héritiers assez peuvent être divisés en trois. Je le répète, les héritiers assez par eux-mêmes, c'est-à-dire que la descendance, que les enfants, que les fils, que les fils des fils, que les frères ou les fils des frères, c'est les hommes. Encore une fois, je le répète, c'est les hommes qui sont des héritiers. Enfin, comme il y a les héritiers, si vous voulez, assez par autrui. Ce sont les femmes qui ont besoin des hommes pour les ramener dans la catégorie des héritiers assez. On parle, si vous voulez, des héritiers assez par autrui. Une fille qui prend la moitié, comme je viens de vous expliquer, lorsqu'il est en présence de son frère, elle perd sa qualité en tant qu'héritière à femme, il vient prétendre à une part en tant qu'héritière assez. Donc la fille prend le 1/3 et le fils il prend les 2/3, sachant très bien, je le répète encore une fois, que le privilège de masculinité est très très primordial en droit musulman, sauf dans des cas bien précis, comme on verra plus loin. Je reviens, si vous voulez, sur la succession vacante, qu'il ne faut pas la confondre avec, comme une question qui m'a été posée par certains de vos collègues en arabe, il ne faut pas la confondre avec le reliquat qui reste après que les héritiers enfants ont été remplis. Et succession vacante, on parle d'une succession vacante lorsqu'il n'y a aucun héritier qui sont présents pour recueillir la succession. Là, la succession vacante. Et là, je ne vais pas m'étaler sur les indignités, si vous voulez, de succéder. Comme vous le savez, un musulman ne peut pas, si vous voulez, hériter d'un non-musulman. Bien que, pour moi, ce principe, c'est discutable, hein, est discutable. Quand un étranger, par exemple, décède au Maroc, si on se base sur l'article 329, je pense, du Code de la famille, l'État recueille la succession en qualité d'héritier assez. La question que se pose, que l'État c'est un État musulman, comme vous le savez bien mentionné dans la Constitution, comme quoi c'est un État musulman. Et bien comment voulez-vous qu'un musulman hérite d'un non-musulman? Est-ce qu'il hérite en tant que musulman ou bien en tant qu'héritier assez? Ou bien est-ce qu'il hérite en tant qu'héritier, en tant qu'État souverain? Donc, entre les deux, c'est-à-dire hériter, et si le temps le permet, je vais vous ramener un arrêt très connu dans les annales de la justice marocaine, où les juges ont décidé que l'État, il hérite, mais en tant qu'État souverain. Non conformément à l'article 300, si je ne me trompe pas, 359, oui, exactement, l'article 359. Vous aurez pas l'article 359, en tout cas, vous l'aurez dans le code pour les héritiers ou bien les héritiers assez. C'est l'article plutôt 349 qui mentionne que les héritiers asaba par eux-mêmes sont classés dans l'ordre. Et là, je reviens pour vous expliquer les héritiers assez par eux-mêmes. Ce sont les héritiers qui héritent, ce sont les hommes. Regardez ce qui est marqué sur l'article. Les descendants mâles de père et fils, à l'infini. Comme je le répète, chaque descendant plus proche exclut le descendant plus éloigné. L'aïeul paternel et les frères germains et consanguins. Les descendants mâles des frères germains et consanguins à l'infini. Donc il n'y a que les frères germains et les frères consanguins. Comme vous le constatez, il n'y a pas de frères hétéros. Pourquoi? Parce que ce sont des héritiers qui sont liés ou bien qui sont rattachés au défunt par l'utérus. Ils ne sont pas considérés comme des héritiers assez. Ils ne sont que des héritiers affantes. Rappelons très bien que les héritiers affantes sont les suivants: l'époux, l'épouse, la mère, la grand-mère et les frères et la sœur hétérés. Et puis en sixième lieu, il y aura le trésor public à défaut d'héritier. Donc dans ce cas-là, si un étranger est décédé au Maroc,
l'État ne va pas recueillir la succession conformément à l'article 349 du Code de la famille, mais il va recueillir la succession en qualité d'État souverain, et ce, conformément à l'article 267 et 268, lorsqu'une personne décédée, les autorités avisent le procureur des rois, qui à son tour avise le président du tribunal, qui nomme un curateur. Un curateur, pourquoi? Pour sauvegarder la succession laissée par le défunt. S'il y a des trucs, ou bien, pardon, des choses qui sont périssables, il peut les vendre, bien sûr, il va se rendre, ou bien il va donner des comptes où, on ne sait jamais, les héritiers apparaissent. Donc, je pense que il y a des problèmes qui peuvent être, si vous voulez, soulevés lorsqu'on parle des indemnités de succession. Il y a des indemnités de la succession. On ne peut pas, si vous voulez, hériter. Parfois, on n'hérite pas parce qu'il y a une indemnité. Par exemple, dans le cas où l'enfant est né mort. L'enfant né mort n'hérite pas. C'est parmi les causes en arabe, les fuqaha, généralement, ils traduisent ça par un adage très connu, la kariskan, ça veut dire l'ain, il y a adam stilal mouloud sarikhan. Donc il faut que l'enfant naisse vivant. En droit français, il y a une distinction. Il faut que l'enfant naisse vivant et viable. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'il prend les seins de sa mère, ou bien qu'il prend, si vous voulez, ou bien qu'il crie, qu'il peut hériter. Non, il faut qu'il naisse en droit français, plus qu'il soit viable. C'est-à-dire qabil les hayat. Je ne veux pas, parce que il y a l'enfant, il y a la naissance de l'enfant, il faut que l'enfant naisse vivant. Mais je vais m'arrêter quand même sur par exemple, l'enfant adultérin. Sachant très bien que l'enfant adultérin, il hérite de sa mère. Il n'hérite pas de son père, mais il hérite de sa maman. Un enfant adultérin, parce que sa maman, c'est le walad de l'ifraj. Il hérite de sa maman, il n'hérite pas de père parce que le père il est inconnu, ou bien parce que le père ne le reconnaît pas. Sachant très bien, là, je veux ouvrir une parenthèse entre l'enfant adultérin en droit français et en droit musulman. Contrairement à ce que vous lisez en arabe, l'enfant adultérin ne se présente pas comme étant un enfant adultérin en droit musulman. Parce qu'en droit français, l'enfant adultérin, c'est l'enfant qui se retrouve avec les enfants des défunts du conjoint, si vous voulez, trahi. Je m'explique. X entretient une relation extra-conjugale avec une femme, et de cette union, il y a une naissance d'un enfant. C'est un enfant, en droit musulman, un enfant adultérin, c'est l'enfant qui est né hors mariage. Mais en droit français, il faut faire la distinction. L'enfant adultérin, c'est l'enfant qui se retrouve avec l'épouse trahie, ou bien avec les enfants de l'épouse, au moment de l'ouverture de la succession. Parce que si jamais la personne n'était pas mariée, on ne parle pas d'un enfant adultérin, on parle d'un enfant naturel. Il y a des enfants naturels, quelqu'un qui entretient une relation extra-conjugale, qui de cette union, il a eu un enfant. Donc cet enfant n'est pas un enfant adultérin, c'est un enfant naturel. Par contre, si cet enfant, c'est cette relation conjugale, où le père était marié, ou bien l'un des couples était marié, là on peut parler, si vous voulez, d'un enfant adultérin, je le répète, lorsqu'il se retrouve avec les enfants des défunts. Mais ce n'est pas la même conception qu'en droit musulman, parce que comme en droit musulman on le sait, un héritier, si vous voulez, ou bien un enfant adultérin, c'est l'enfant qui est né hors mariage. Par contre, en droit français, on peut être né, là, la personne peut être, il peut naître, si vous voulez, hors mariage, mais il ne soit pas considéré comme un enfant adultérin. C'est parmi les indemnités de succéder, c'est l'adultère. Il y a aussi l'anathème, comme vous le savez, lorsque les haines, en arabe on dit les haines. Je reviens dans une autre séance pour expliquer encore les causes de successibilité et je continue, si vous voulez, avec les indemnités de succession. Mais je vous laisse quand même, je vous demande, si vous voulez, de lire attentivement les articles du Code de la famille
pour comprendre les héritiers à Fard, les héritiers à Aseb. Et s'il y a des questions, vous pouvez les poser. N'hésitez pas à poser les questions. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.